Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous ce matin pour introduire cette journée de conférence. Alors très rapidement, moi je viens pas du monde de la data science, je viens du monde du journalisme. Alors comment je me suis retrouvée à finalement travailler avec les données au quotidien? En fait, je me suis spécialisée dans le journalisme de données. Et de fil en aiguille, je me suis passionnée pour toutes les problématiques qui consistent à permettre aux gens de mieux comprendre les données, de mieux se les approprier, de mieux les utiliser, que ce soit dans leur métier ou dans leur univers quotidien. Et donc, ça m'a amenée à travailler sur de la visualisation de données. Et aujourd'hui, donc, je travaille chez DataVise, qui est un petit studio spécialisé dans tout ce qui est interaction entre les humains et les données. Donc c'est pas toujours très clair quand j'explique ce que fait DataVise et qu'on dit qu'on fait des interactions humains-données. Donc des fois j'essaye d'expliquer en montrant on fait de la visualisation de données, des interfaces sur mesure de visualisation de données et derrière ça des dispositifs, que ce soit des logiciels, des outils, des applications, des installations créatives qui vont amener les gens à mieux comprendre les données grâce à la perception, grâce à l'interaction. Et puis parfois, quand il faut vraiment résumer de façon très courte ce qu'on fait, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, on rend visible l'invisible, parce que finalement, c'est encore la plus belle définition de notre métier, celle qui résume la visualisation de données à rendre l'humain capable de faire plus de choses, à augmenter les capacités de l'humain. Donc rendre visible l'invisible, rendre visible des choses qu'on ne verrait pas sans la visualisation de données, comme les données. Du coup, justement, c'est un peu en contradiction avec la perception que peut avoir le grand public des données aujourd'hui. Parce que quand on parle de données et qu'on sort des cercles de la data science, ou même des gens qui sont experts de ces métiers, la perception des données, elle est plutôt négative. Et en particulier, les gens vont tout de suite faire le rapprochement avec les données personnelles. Donc, la CNIL, par exemple, l'année dernière, avait réalisé quelques enquêtes d'opinion qui révélaient que, par exemple, 85% des Français se disent préoccupés par la protection de leurs données personnelles. Presque la moitié d'entre eux disent avoir déjà fait l'expérience d'avoir des données personnelles qui ont été révélées contre leur gré. Et donc on est dans un environnement, que ce soit dans les médias ou dans les conversations de comptoir, qui est plutôt négatif et qui a une perception négative des données. Il y a le scandale Cambridge Analytica qui a fait beaucoup parler sur une utilisation non consentie des données personnelles, et puis on est quand même à 1 an du passage de la directive européenne RGPD, donc qui promeut une meilleure protection des données personnelles. Donc tout ça, c'est super un peu perturbant et ça nous fait beaucoup réfléchir parce que nous, dont le métier, c'est de travailler avec les données, c'est d'essayer de valoriser l'information qu'il y a dans les données. On est forcément concerné par toutes ces problématiques parce que les données, c'est notre matière première du quotidien. Et alors d'un côté, on est un petit peu dans une situation schizophrénique parce qu'on est face à un grand public et à des milieux professionnels ou personnels qui n'ont jamais autant partagé d'informations sur eux-mêmes à travers les réseaux sociaux, à travers leurs applications de running, à travers les photos qu'ils postent un peu partout. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de craintes et de débats et de perceptions négatives de ces sujets autour des données personnelles. Et c'est justement quelque chose qui est particulièrement stimulant pour nous autres dont le métier est de travailler sur la donnée au quotidien, parce qu'on a un rôle à jouer. Et c'est justement ça que j'aimerais vous faire passer comme message ce matin, c'est qu'il est de notre ressort et de notre pouvoir de faire en sorte que dans quelques années, les gens n'aient pas banni complètement cette idée de données personnelles de leur vie et aient toujours envie d'en entendre parler et ne fassent pas un blocage total face à ces sujets, parce que c'est nos métiers du quotidien qui sont concernés. C'est à la fois les perspectives pour nos clients et c'est à la fois les perspectives pour nos métiers, les faire progresser vers des choses plus intéressantes. Et justement, on est les bien placés pour pouvoir faire ce travail-là, parce que qui d'autre mieux que nous autres experts de la donnée savons comment créer des expériences intéressantes avec la donnée, savons comment faire transformer ces données en quelque chose qui a de la valeur pour un utilisateur cible. Qui d'autre mieux que nous savons comment faire en sorte que ces données elles soient bien traitées et respectueuses derrière des personnes qui vont les utiliser ou qui ont consenti à leur collecte. Et donc, du coup, c'est un petit peu là-dessus que j'aimerais orienter ce talk ce matin. Comment on fait en sorte qu'on ait des données qui soient plus respectueuses des humains et qui, du coup, inspirent confiance. D'où l'idée de ce talk sur la confiance et les données. Et pour ça, en fait, je vais essayer de regarder 3 points avec vous et de vous montrer surtout des exemples
pour que ce soit parlant. Et du coup, voilà, si on repart un petit peu de cette dispositif RGPD qui amène un concept super important, qui est que désormais, une application ou un site web qui collecte des données personnelles, eh ben, pour être conforme au RGPD, il doit mettre ses utilisateurs en capacité de donner leur consentement éclairé à la collecte et à l'utilisation de leurs données, ou bien ils doivent être en capacité de s'y opposer. Et ça, c'est une petite phrase comme ça qui a l'air un peu rébarbative dans le contexte réglementaire, mais en fait, c'est super important, parce que si on veut faire ça bien, eh ben, ça veut dire qu'il faut rendre les données déjà visibles. Parce qu'on ne peut pas consentir à grand-chose quand on ne sait pas quelles sont les données collectées, où ça va, etc. Et c'est aussi intéressant parce qu'il faut non seulement les rendre visibles, mais aussi lisibles. Il faut que les utilisateurs concernés comprennent ce qui est fait avec ces données, mais aussi comprennent ce qu'ils peuvent faire avec ces données et quelle information il y a dedans. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il faut construire un truc qui soit un peu de l'ordre du donnant-donnant. Il faut rendre ça utile, parce que pour donner un consentement éclairé, il faut avoir quelque chose à y gagner. Et donc, du coup, voilà un petit peu les 3 points qui me semblent indispensables pour créer une relation de confiance entre utilisateurs et données. Et donc, maintenant, j'aimerais vous rendre un peu plus concret ces 3 points. Alors déjà, rendre visibles les données, c'est toujours un peu le défi à la base de mon métier à moi qui fait de la visualisation de données, parce que c'est rendre visible l'invisible. Par définition, des données, ça n'a pas de matérialité. Et ça, c'est ultra important quand on parle de la confiance, parce que quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose pour lequel les gens n'ont pas d'image mentale, à moins d'avoir eu l'occasion de travailler dans ce secteur. Et en fait, c'est super dur pour eux de l'appréhender intellectuellement. Et en fait, du coup, en visualisation de données, c'est ça la magie de notre métier, c'est le plus évident, c'est qu'on rend visible des choses qui par nature ne le sont pas. Et du coup, ça permet au grand public, et même au public, des publics métiers très variés, de mieux s'approprier ces données. Alors là, je vous ai mis sous les yeux 2 exemples réalisés par des confrères. Une première application qui rend visible le signal Wi-Fi en réalité augmentée. Donc on peut se balader avec son iPad et voir les signaux Wi-Fi. Donc typiquement, cette histoire d'ondes qui nous entourent, qu'on ne voit pas, c'est une façon de permettre d'aborder ce phénomène-là. Et puis une autre application qui s'appelle Ville Vivante, réalisée par Interactive Things, qui montre les données des téléphones cellulaires qui sont captés par les antennes à Zurich. Donc en fait, c'est 2 projets intéressants parce qu'ils vont aider les gens qui vont regarder ces applications à voir des choses qu'ils ne verraient pas autrement, parce que notre œil humain ne voit pas les ondes. Et du coup, dans cette dimension-là, de rendre visible l'invisible, on a eu l'occasion chez DataVise, avec mon équipe, de travailler sur plusieurs projets, et en particulier un qui nous a pas mal intéressé sur la blockchain. On devait réaliser un petit dispositif qui rende facile à appréhender la blockchain pour l'expliquer au grand public. Et donc, on a créé un visualiseur de la blockchain, en nous branchant sur l'API de Blockchain Info. Et du coup, en fait, là, on a beaucoup travaillé sur la matérialité. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, mais pour les gens, quand quelque chose a l'air d'être touchable, manipulable, comme si c'était un objet, et ben, du coup, ça devient un peu un objet qu'intellectuellement, ils sont capables de manipuler. Le fait de faire une analogie avec quelque chose de tangible rend les choses plus faciles à voir, mais aussi plus faciles à appréhender d'un point de vue cognitif. Un autre projet qui relève un petit peu de cette dimension-là, c'est que inspirer confiance, c'est un peu le premier niveau, mais en fait, une fois que les gens sont en confiance, ce qui est intéressant, c'est de les amener à se mobiliser. C'est le premier degré de mettre les gens en capacité d'agir avec les données. Et donc, du coup, faire prendre conscience de l'invisible, c'est aussi faire prendre conscience des effets que peuvent avoir certains phénomènes. Et donc, on travaille en ce moment chez DataVise autour de la pollution sonore. Donc il y a un sujet qui est assez intéressant, parce que le bruit, tout le monde est bien conscient que c'est pénible, que ça peut avoir des effets sur la santé mentale, sur la fatigue. Au-delà de ça, à partir d'un certain volume, d'un volume sonore, à partir d'un certain niveau de décibels accumulé dans la journée, ça devient aussi nocif pour nos oreilles. Et sauf qu'en fait, c'est quelque chose d'assez ténu, on ne s'en rend pas compte en fait, du bruit auquel on est exposé. On peut vaguement dire là c'est plus ou moins bruyant, mais ce n'est pas du tout mesurable facilement par notre perception humaine. Du coup, on a eu l'idée d'essayer de mettre en place un petit dispositif pour collecter le niveau sonore quand on prend les transports en commun ou quand on fait des déplacements dans Paris, pour pouvoir commencer à traiter de ce sujet de la pollution urbaine.
Donc on a par exemple fait systématiquement certaines lignes de métro. Donc en fait là vous voyez on prend le métro au début de la spirale et puis en fait on collecte le volume sonore mesuré dans le métro et en fait on restitue tous les moments où on est au-dessus de 80 décibels, au-dessus de 75 décibels pardon, parce qu'au-dessus de 75 décibels ça commence à devenir embêtant pour nos oreilles et en fait la recommandation c'est qu'au-delà de 2 heures à 75 décibels dans la journée, eh ben, ça commence à être nocif pour nos oreilles. Sauf qu'en fait, ça n'a pas besoin d'être 2 heures alignées tout en continu, c'est 2 heures cumulées dans la journée. Donc quand on prend le métro, eh ben, là par exemple la ligne 6 elle est particulièrement bruyante et en fait plus on se rapproche du rouge, plus on commence à accumuler de temps passé au-dessus de 75 décibels. Et donc du coup, bah, là vous voyez la spirale, à chaque fois qu'il y a un bruit au-delà de 75 décibels, on met de la matière autour de cette spirale. À la différence par exemple de la ligne 5, qui va être beaucoup moins bruyante, où effectivement à certains moments, et en particulier au moment des ouvertures de portes, les petits points blancs sont les stations, et vous voyez que généralement proche des points blancs, on a un pic. Et donc on a commencé comme ça à regarder toutes les lignes de métro pour voir lesquelles étaient plus ou moins bruyantes. Et même pour aller plus loin dans la dimension rendre visible, on a essayé de rendre encore plus perceptible ce son en le retraduisant en musique. Si je vous montre rapidement le prototype, en fait, c'est encore un point amusant pour les gens, mais le fait de retraduire un bruit un peu brouhaha, un peu imperceptible, de le retraduire avec des notes claires, et ben, encore une fois, ça aide à prendre perception du phénomène. Et puis, au-delà de ça, ça rend l'expérience un peu ludique pour amener les gens à s'intéresser au volume sonore qu'ils subissent tous les matins en allant au travail. Donc ça, c'était le côté rendre visible. Et maintenant, rendre visible, c'est pas suffisant, bien sûr, il faut rendre lisible, c'est-à-dire rendre compréhensible. Et il y a beaucoup de sujets en ce moment autour de l'intelligence artificielle et de l'algorithmie avancée. Et tout ça, ça apparaît un peu comme des boîtes noires, de plus en plus pour des utilisateurs non experts, mais aussi de plus en plus pour des utilisateurs experts des données. Et le problème de ces boîtes noires, c'est qu'elles commencent à occuper beaucoup d'espace autour de nous. Et il y a beaucoup de dynamiques, que ce soit dans la ville, dans les environnements, dans les bâtiments qui sont construits, la façon dont fonctionne un ascenseur, la façon dont sont fixés certains prix, la façon dont sont régulés certains réseaux d'énergie, la façon dont sont régulés certains feux de circulation. Tout ça répond de plus en plus à de l'algorithmie qui apparaît comme des boîtes noires pour beaucoup de gens. Et au bout d'un moment, c'est compliqué d'être toujours entouré de boîtes noires, ça fait un monde qu'on ne comprend pas au quotidien. Et ce n'est pas forcément une fatalité. Justement, c'est là où la visualisation de données et les interactions humains-données peuvent contribuer. Alors juste, je reviens sur deux petits exemples pour introduire cette question-là. Il y a un premier projet assez intéressant qui s'appelle Behind the Banner, qui a été fait par un studio qui s'appelle Office for Creative Research, qui essaye de montrer l'écosystème AdTech, comment ça fonctionne, quelles sont les données collectées et à quoi on s'expose quand on est cible de publicité sur Internet, comment fonctionnent les systèmes des cookies, etc. Et puis un autre projet intéressant qui s'appelle Inside Airbnb, qui consiste à dire qu'en fait, Airbnb, c'est quelque chose qui n'est pas forcément opaque. Tout le monde sait comment fonctionne Airbnb, mais pour autant, est-ce qu'on sait quel effet ça produit sur les villes? Pas forcément. Et en fait, l'idée de Inside Airbnb, c'est de collecter, de scraper les données d'Airbnb pour faire des cartes de tous les logements Airbnb dans les villes et de montrer la réalité des logements Airbnb, quel quartier ça concerne, quel endroit il y a une plus forte densité, les prix, etc. Donc d'avoir ces statistiques agrégées qui révèlent des choses qu'on ne verrait pas autrement. Et donc, dans cette idée d'ouvrir les boîtes noires, de rendre compréhensibles des sujets complexes liés aux données, et le sujet de la publicité est effectivement un sujet qui revient souvent, et on a eu l'occasion aussi de travailler sur ce sujet-là avec Outbrain. Donc Outbrain, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la société qui va faire du placement automatisé de contenu sponsorisé en bas des articles. Donc, je ne sais pas si vous allez sur Le Monde ou sur n'importe quel site d'information, en bas il y a des contenus sponsorisés qui sont généralement gérés par Outbrain.
En fait, le métier d'Outbrain, c'est un métier d'algorithmie. C'est de placer des contenus sponsorisés qui parlent de tel et tel sujet en bas d'articles rédigés par des éditeurs qui parlent de tel et tel sujet et de faire ce matching de façon à optimiser les taux de clic. Et en fait, c'est un métier purement d'algorithmie, si bien qu'eux-mêmes sont incapables d'expliquer, en tout cas pour les équipes marketing, sont incapables d'expliquer comment se fait le matching. Et du coup, ça devient très compliqué pour eux d'expliquer à leurs clients annonceurs, finalement, où vont se retrouver les contenus sponsorisés, comment ça marche, pourquoi l'algorithme le place là plutôt que là. Et du coup, on a travaillé avec eux pour rendre plus transparent, mais surtout plus abordable, plus compréhensible, comment fonctionne cet algorithme et quel effet il produit. Donc on a travaillé avec des données collectées sur 1 an de matching de contenu pour pouvoir montrer, par exemple, voilà, les contenus sponsorisés business et finance, où est-ce qu'ils se retrouvent le plus souvent. Les contenus sponsorisés sciences, où est-ce qu'ils se retrouvent le plus souvent sur des articles qui parlent de tel et tel sujet, en fonction des mois de l'année. Et du coup, ça ne permet pas d'expliquer comment fonctionne l'algorithme, mais ça permet de montrer les effets produits par l'algorithme. Et ça, c'est une différence très, très significative et très intéressante, parce que de moins en moins, on sera capable d'expliquer comment fonctionnent des algorithmes compliqués. Par contre, on peut expliquer comment les résultats qu'ils produisent et permettre à un utilisateur de s'approprier ça. Un autre bon exemple, c'est par exemple dans le domaine de l'énergie, c'est parfois compliqué de se rendre compte de toutes les dynamiques qui peuvent être liées au fait que nos appareils électriques fonctionnent différemment les uns des autres. Et on a travaillé avec EDF autour du sujet de la flexibilité énergétique, parce que EDF a un enjeu de lobbying, pratiquement, on pourrait dire, à faire en sorte qu'on construise des appareils électriques plus flexibles, c'est-à-dire des appareils qui décorrèlent le moment où ça consomme de l'électricité et le moment où cette électricité elle est transformée en usage. Donc c'est par exemple votre chauffe-eau qui fonctionne l'après-midi pour de l'eau chaude que vous utilisez le soir, pour éviter les pics de charge au moment où tout le monde rentre chez soi ou tout le monde le matin se lève. Et donc du coup, on a travaillé sur un dispositif qui va beaucoup reposer sur l'interaction, où on a en fait travaillé avec des capteurs qui sont dans des maisons de test, qui nous permettent de mesurer en fonction de plein de paramètres la consommation électrique de différents appareils. Et donc le dispositif, il permet à l'utilisateur de faire une simulation, il choisit son type de maison, son niveau d'isolation, son type d'appareil, et ensuite il fait l'expérience pratique, mais même physique, de déformer sa courbe de charge, donc de montrer qu'une courbe de charge, une courbe de consommation électrique, c'est plus ou moins flexible, ce qu'on ne sait pas forcément, et qu'en fait, en utilisant des régulateurs et d'autres dispositifs intelligents dont commencent à être équipées les maisons récentes, on peut jouer à déformer sa courbe de charge. Et en allant plus loin dans le jeu, on peut même faire, on avait prévu un dispositif multijoueur où plusieurs personnes pouvaient simuler en même temps la consommation d'une maison dans un petit village et jouer à déformer la courbe de charge pour éviter les pics. Et donc là, encore une fois, l'idée c'est de simuler un système complexe, de le résumer à quelque chose où on peut déplacer des curseurs, faire des modélisations pour amener l'utilisateur à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, dernière dimension qui est indispensable quand on travaille sur ces sujets de données et qui nous tient beaucoup à cœur chez Database parce qu'on a une approche de design qui est très centrée sur l'utilisateur, c'est l'idée à la fin, il faut que ce soit utile à l'utilisateur final. Pas rajouter du bruit au bruit, pas faire une énième application qui va rester dans un tiroir, mais vraiment créer une relation donnant-donnant. Et c'est exactement comme ça que nous, on comprend cette nouvelle attente que peuvent avoir le grand public, mais aussi les utilisateurs métiers face à notre travail, nous, d'experts de la donnée. C'est de construire une relation donnant-donnant entre humains et données. Alors, très rapidement, cette relation donnant-donnant, on la résume souvent à l'idée, voilà, je donne mes données, par exemple, d'achat, puis en échange, j'ai de la recommandation personnalisée. C'est un peu souvent le seul exemple qu'ont les gens de relation donnant-donnant. Mais en fait, il y a plein d'expériences super intéressantes. Par exemple, Accurate, ils ont fait un petit dispositif. Quand on va à une conférence, on est obligé de donner des informations sur son âge, sa date de naissance, etc. Et puis on ne sait pas pourquoi les organisateurs nous demandent ça. Et ben du coup, eux, par exemple, ils font des badges personnalisés qui font une visualisation de données avec vos informations personnelles pour que chacun ait un badge qui le représente et que ça aide à introduire ensuite la discussion. Ou bien Chromaroma, c'est un jeu qui vous fait gagner des points en fonction de votre carte, l'équivalent de votre carte Navigo, votre Oyster Card à Londres. Donc effectivement, votre Oyster Card, elle enregistre tous vos trajets, et vous, ça ne vous amène pas grand-chose à part le droit de vous déplacer. Et bien Chromaroma, ça transforme ces données-là en jeu. Ou encore Google qui vous propose des statistiques de fréquentation en échange de vos données personnelles.
On a travaillé sur ce sujet à plusieurs reprises, et en particulier, il y a un cas en ce moment dans l'actualité qui nous passionne beaucoup, c'est le cas Linkee, parce que rarement un dispositif invasif comme ça de collecte des données chez les gens n'a créé autant de débats. Et c'est justement le début de la prise de conscience qu'on ne peut pas mettre des capteurs comme ça chez les gens qui collectent des données sur leur consommation, mais aussi sur est-ce qu'ils sont ou pas chez eux, et que ça se passe bien comme ça si on ne fait pas plus de pédagogie autour de ça. Et donc, du coup, ce projet, c'est une tentative pour montrer que voilà, si les données d'un équivalent Linkee, parce que pour le moment, elles ne sont pas ouvertes, étaient utilisées pour proposer à un utilisateur une application intéressante qui l'aide à mieux comprendre sa consommation électrique, qui l'aide à mieux comprendre comment il peut faire des économies, et ça se passerait très différemment, la relation qu'on créerait avec les utilisateurs. Donc, très rapidement, je vais passer le dernier exemple par manque de temps, mais je vais conclure sur cette idée que créer une relation donnant-donnant, ça peut derrière avoir changé totalement la relation que notre société a aux données. Parce que quand on sait vraiment pourquoi on autorise la collecte de ces données personnelles, voire qu'on est volontaire pour apporter ces données personnelles à la société, ça change totalement la donne. Et il y a des projets citoyens aujourd'hui qui vont de plus en plus dans ce sens. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle The Human Project, qui est un projet à New York, c'est 10 000 personnes à New York qui autorisent la collecte de données sur leur environnement proche, donc à la fois la pollution auquel ils sont exposés, le bruit auquel ils sont exposés, pour aider les scientifiques à mieux évaluer les conséquences de notre environnement sur certaines maladies. Il y a des projets citoyens qui reposent sur des capteurs assez low cost, mais qui vont permettre de documenter l'environnement dans lequel on vit. Et là, on est dans une relation totalement différente où des gens acceptent volontairement, par engagement citoyen, de partager des données sur leur trajet quotidien, voire même des données de santé, mais pour que collectivement, la société, elle progresse, qu'on fasse des progrès dans la médecine ou dans la façon dont on construit nos villes pour les rendre plus habitables. Et donc, voilà un petit peu la perspective qui est super intéressante quand on arrive à construire des relations de confiance entre humains et données. Merci beaucoup.